Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet event Shape the Future. Je me présente, je suis Isabelle Messina, j'ai 12 ans d'expérience en recrutement digital, en start-up, PME, mais aussi grand groupe. Je suis actuellement responsable relations école et marque employeur Pôle France pour Soprasteria. Soprasteria, c'est quoi? En très grande ligne, c'est une ESN qui fait partie du top 5 des acteurs européens aujourd'hui. C'est plus de 46 000 collaborateurs dans le monde, présents aujourd'hui dans 25 pays, et c'est plus de 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et on n'a pas à rougir au vu de la crise sanitaire qu'on peut vivre depuis plus d'un an. Aujourd'hui, on va aborder une thématique, la thématique de comment placer le cloud et le big data au service de nos clients. Pour cela, on va aborder deux sujets. Premier sujet, ça va être le cloud souverain, en abordant les composantes techniques, l'innovation, mais aussi la transformation digitale. Et en deuxième point, on va aborder le big data, les sujets d'architecture, de data virtualisation et de gouvernance de données. À l'issue de ces deux présentations, on aura un moment de questions-réponses. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. On a des personnes ici qui vont les prendre et qui vont me les envoyer et je les poserai à nos invités. Et justement, en parlant d'invités, aujourd'hui, on reçoit Hugues Valentin. Enchanté, Hugues. Bonjour Isabelle, merci pour cette introduction. Donc Hugues Valentin, moi je suis en charge des offres Cloud Souverain, qui est la première thématique. Donc je suis directeur de ce qui s'appelle l'offre Trusted Digital Platform. On va revenir dessus juste après. Oui. Donc pour démarrer, Isabelle, j'espère que le cloud pour toi, c'est pas qu'un seul éléphant ou un petit nuage et que depuis, pas du tout. On va voir autre chose. Donc c'est un peu la thématique du jour, c'est de placer au centre le cloud et maintenant c'est devenu incontournable. Oui, c'est vrai. Donc pour attaquer dans le vif du sujet, côté Soprasteria, on a développé et on met en place vis-à-vis de nos clients ce qu'on s'appelle une offre Trusted Digital Platform, donc une offre de cloud souverain. Oui. Pourquoi ça? Aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients, on adresse beaucoup le secteur public, des clients ministériels, des grands clients qui ont besoin d'avoir des environnements sécurisés dans un environnement souverain. Donc derrière, c'est ce qui est illustré sur l'image à droite. C'est une approche à la fois hybride avec une capacité à déployer notre solution chez nos clients dans leur data center, Ouais. ou aussi bien de mettre en place ces infrastructures chez un de nos grands partenaires qui s'appelle OVH Cloud. Donc derrière, on accompagne nos clients sur une offre avec tout ce qui peut être, tout ce qu'on retrouve chez les grands opérateurs du cloud qui sont, ceux que vous connaissez certainement, qui sont Amazon, Azure, Google, mais dans un mode complètement souverain, avec pour autant la capacité à déployer très rapidement avec la vitesse, ce qu'on voit un petit peu à gauche, une capacité d'agilité et bien évidemment le maître mot derrière, c'est d'avoir une offre qui soit la plus sécurisée possible et la maîtriser entièrement par des acteurs qui sont Soprasteria ou avec notre partenaire OVH, qui est un acteur franco-français, pour ceux, j'espère, qu'il y a un bon grand nombre de vous qui le connaissent. Donc derrière, notre offre, notre solution, quand on parle de cloud souverain, qui est labellisé Open Trusted Cloud avec notre partenaire OVH, qu'est-ce que c'est en termes de service? On va y revenir après avec des exemples un peu plus tard. Donc n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions, Isabelle. Je t'en poserai sûrement, oui, pour vulgariser un peu le discours pour les personnes qui sont sûrement au même niveau que moi aujourd'hui. Et pour les experts, n'hésitez pas aussi à poser vos questions de votre côté, on les prendra par la suite. Donc notre approche d'innovation pour accompagner nos clients donc, dans ce monde du cloud, et tout en garantissant la souveraineté et la sécurité, c'est d'offrir une offre sur étagère avec un cloud managé basé sur une technologie qui s'appelle OpenStack, qui est une des plus grandes technologies au niveau mondial en termes de solutions cloud open source et ouvertes. Une capacité à offrir au-dessus une approche de container as a service, donc avec de l'orchestration, ce qu'on appelle vulgairement du CaaS. Et après, par au-dessus, on offre des services de plateforme beaucoup plus évolués avec de la base de données, du middleware, des mots un peu techniques, avec des accélérateurs pour accompagner nos clients et offrir des services, je dirais, beaucoup plus agiles et innovants. Avec typiquement ce qui est cité ici, une offre qui s'appelle le Live Intelligence. On fait du chatbot automatisé au-dessus de cette plateforme en mode souverain pour des clients ministériels et qui sert typiquement
un certain nombre d'entre vous, je vais y revenir derrière, et qui sont des offres utilisées par vous et moi dans un cadre grand public. Donc une vision un peu plus technique, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés. On est vraiment sur une offre ouverte qu'on appelle Open Platform, avec des briques standardisées. Donc on s'appuie avec notre partenaire, entre autres sur la partie hybride, on s'appuie sur notre partenaire OVH Cloud pour nous fournir des infrastructures dans ces data centers. Au-dessus, on déploie des briques, on va dire, logicielles OpenStack, pour ceux qui connaissent, du Kubernetes, qui est maintenant l'orchestrateur phare, ou je dirais qui est maintenant l'état de l'art de ce qui se fait le plus distribué. On travaille en particulier, comme vous le voyez sur cette image, avec un partenaire qui s'appelle Red Hat en termes de solutions technologiques. Donc on est vraiment sur des briques up-to-date, innovantes, pour fournir à nos clients le meilleur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur étagère et dans les technologies pour offrir une capacité à déployer de façon à l'échelle, aussi bien, comme je le disais, c'est marqué sur OVH ici, mais aussi chez nos clients, parce qu'on adresse, on va y revenir un petit peu derrière avec des exemples, on adresse des clients prestigieux qui ont besoin de garder des données et d'avoir une sécurité accrue. On parlera tout à l'heure de projets qu'on fait pour le ministère des Armées, qui nécessitent d'avoir des données qui restent au sein du ministère de façon entièrement sécurisée, vous le comprendrez. Donc justement, j'allais venir quelques exemples de projets qu'on a réalisés et qu'on réalise toujours aujourd'hui. Donc un projet qui s'appelle Artemis, architecture de traitement d'exploitation massive d'informations multisources. Donc c'est un petit peu compliqué, le terme et l'acronyme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de mettre à disposition du ministère des Armées une capacité d'intelligence artificielle pour le monde de la défense, avec un certain nombre de cas d'usage qui sont couverts, typiquement le maintien de conditions opérationnelles d'avions de chasse, de l'analyse de données avec à la fois ouvertes, mais aussi des données de renseignement. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on mène depuis maintenant un peu plus de 2 ans en développement pour eux, avec tout ce que je vous ai décrit auparavant, les briques de cloud, donc à la fois infrastructure, OpenStack, des sujets autour de la containerisation, tout ça tourne. On utilise toutes ces briques-là pour mettre au service de nos clients des solutions de plus en plus innovantes, avec une capacité d'intégration de start-up. On va y venir derrière, mais en plus, on travaille avec des start-up françaises pour prendre des produits sur étagère, les intégrer dans tout ça et de faire en sorte de fournir à nos clients, ici c'est le ministère des Armées, le meilleur des mondes et la meilleure capacité pour les opérations de demain. Un autre cas concret qui est là plus grand public, donc effectivement le premier dont je vous parlais des projets qu'on délivre était quand même assez spécifique pour le monde de la défense. Là c'est vraiment un autre sujet qui montre la capacité et les transformations cloud qu'on opère pour nos clients. Encore un projet pour d'un grand ministère qui est le ministère de la transition et de l'écologie, et avec comme objectif de dématérialiser tout ce qui est demande de permis de construire ou de démolir. Pour ceux qui auront eu ou qui auront à le faire, à déposer aujourd'hui encore jusqu'aujourd'hui dans certains cas, quand vous déposez un permis de construire, c'est un dossier comme ça. Et qu'il faut déposer à plusieurs endroits avec le même, photocopier 3 exemplaires. Et avoir de la patience parce que ça prend beaucoup de temps et administrativement, on ne peut pas dire qu'on a une très bonne réputation en France pour le coup. Donc là, ça fait partie de la transformation numérique de l'État. À partir de janvier 2022, toutes les collectivités de plus de 3500 habitants devront être passées sur une dématérialisation de tout ce qui est demande d'urbanisme. Donc là, Sopra Steria, on est intervenu de bout en bout, à la fois sur la construction, on a aidé le ministère à la construction de l'application qui est développée à partir d'une équipe qui est sur Nantes, donc en plus pluridisciplinaire. On leur a mis en place aussi l'infrastructure parce qu'ils avaient des problématiques de délai et ils n'avaient pas forcément ce qu'il fallait chez eux, donc on leur a mis une infrastructure sécurisée avec notre partenaire OVH en mode full conteneur, et tout ça dans des délais en quelques mois. Et c'est passé en production depuis l'été dernier avec, au fur et à mesure de l'ouverture, c'est ça qui est intéressant effectivement quand on parle de ce sujet-là. On est vraiment dans une logique agile, parce qu'on a développé en mode, déjà d'un point de vue technique, on a développé dans des technologies agiles.
sur du conteneur, et avec une ouverture des services progressive, vous le comprendrez, au fur et à mesure, les mairies vont être raccordées avec tous les systèmes, c'est un petit peu le schéma qui est à droite. Ouais. Plein de systèmes vont se raccorder dessus pour pouvoir que moi, quand j'aurai déposé mon permis de construire, je le dépose sur une seule plateforme à un seul endroit, et après c'est diffusé à tout le monde, et que ça, sans savoir éviter, et comme ça tout est rassemblé à un seul endroit, on n'a pas diffusé 4 dossiers avec un qui se perd, et on perd 3 mois, etc. Ouais, donc Voilà. aujourd'hui, ouais, Et on est au milieu de tout ça avec une logique un petit peu le point central rouge au milieu de hub qui a été distribué, et tout ça dans un mode cloud sécurisé et qui va passer à l'échelle progressivement d'ici 2022. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. C'est une bonne nouvelle pour toi et moi, effectivement, Pour les gens comme nous. quand on aura déposé notre prochain permis de construire. C'est ça. Donc derrière, un autre exemple qui est plus tourné là vers le big data, et derrière je vais venir aussi sur des problématiques de santé, pourquoi pas. Donc on a mis en place, et je pense que tout à l'heure, c'est la deuxième partie de la présentation, Mohamed pourra détailler un sujet un peu plus donné, mais on a développé au-dessus de notre couche, on vous le disait, de cloud souverain, qui devient un enjeu fort, c'est une capacité à fournir des services un peu plus évolués, de traitement de données, d'analytics, d'intelligence artificielle, avec ce que je disais tout à l'heure, des partenaires qui sont un petit peu à droite, typiquement Beforsense, qui sont des startups françaises. Donc on s'associe pour trouver le meilleur des mondes et développer des offres qui soient le plus ouvertes et accompagner nos clients sur du traitement métier. Donc on a en interne pour nos équipes ce qu'on appelle un hub ou un stack d'offres sur étagère qui permettent et qu'on est capable de déployer en mode souverain. C'est pour ça que le sujet, qui est quand même la thématique que j'aborde aujourd'hui, qu'on peut aussi bien déployer chez nos clients dans leur data center, chez OVH. Bien évidemment, là je ne l'ai pas cité, mais on sait aussi le faire chez nos grands partenaires, parce qu'aujourd'hui on travaille quand même, pour autant, même si je parle de cloud souverain, on travaille avec les grands acteurs du cloud qui sont aujourd'hui Amazon, Azure, Google, qui sont parmi nos grands partenaires, et on sait faire aussi des choses équivalentes chez ces partenaires-là. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner nos clients aussi bien sur des problématiques de sécurité vraiment serrées, comme ceux du ministère des Armées, jusqu'à des clients qui ont besoin d'une ouverture globale, des clients du retail, qu'on pourrait citer comme des grands distributeurs, Auchan, Casino et autres. Avec lesquels on travaille aujourd'hui. Avec lesquels on travaille aujourd'hui. Oui. Puisqu'on travaille en effet dans tous les secteurs, à la Tout fois à fait. sur le public, dont tu as parlé tout à l'heure, mais il y a la défense, il y a le secteur bancaire, je vais revenir juste derrière avec effectivement, voilà. Donc ça, c'est une déclinaison qu'on propose quelque part de notre infrastructure pour des cas d'usage, on va dire santé. Donc voilà, tout à l'heure j'ai parlé du ministère des Armées, là c'est un cas beaucoup plus santé sociale pour des hôpitaux, pour des caisses, être capable de fournir et de rassembler les données entre le patient, avec une capacité d'avoir la vision du patient et que la partie médecin analyse, et qui permet de fournir une vision bout en bout. Donc là, en fait, c'est pour le suivi en fait d'un dossier en fait d'un patient. D'un patient. Candidat, c'est côté recrutement. Voilà. D'un patient en fait, donc avoir son dossier complet. Et aujourd'hui, on travaille de façon générique sur un projet qui pourrait être déployé. Par la suite. Là, on est plutôt en marque blanche, quoi. Si je comprends bien, c'est dans mon jargon. On fournit des solutions sur étagère, parce que le monde de la santé, c'est quand même particulier. Vous comprendrez que nos données ne peuvent pas être, si on parlait de souveraineté, c'est bien le sujet sur lequel on veut garder nos données et qu'elles ne partent pas typiquement aux États-Unis ou chez Facebook ou chez Google. Ouais. Donc c'est fournir aux acteurs de santé français des plateformes maîtrisées de bout en bout avec des acteurs franco-français, capables de fournir le meilleur des mondes de l'informatique. Et bien, effectivement, quand on veut déposer des données, qu'elles puissent être vues par le médecin et après par l'hôpital quand on y va, etc., et rassemblées, qu'on puisse avoir son dossier de patient, oui, son dossier mais patient. De façon sécurisée, oui. Donc avec une capacité de traitement, si effectivement on puisse analyser et d'être, je dirais, soigner beaucoup plus rapidement avec les symptômes, et puis avoir tout le passif de ce qu'on peut avoir dans ce qu'on aura. Donc c'est bien là-dessus qu'on fournit des solutions, et être capable aussi de rassembler, parce qu'on voit ici, on travaille avec des couches d'accélérateurs, en transverse, et de rassembler des données qui sont souvent aujourd'hui, nos données de santé sont éclatées un petit peu partout. Chez notre médecin généraliste, on va voir un spécialiste, on va voir à gauche, à droite, et après il faut expliquer 18 fois, j'ai vu un tel, j'avais prendre son dossier papier. Etc., on revient au même sujet, c'est d'arriver à fournir une centralisation, une plateforme sur laquelle on a ces données, mais de façon totalement sécurisée et souveraine. Ok, donc plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc on travaille là-dessus, et ça fait partie de mes grands sujets, je pense qu'ils nous concernent tous.
Et voilà, donc pour finir, on travaille sur beaucoup de secteurs avec des équipes, là, il y a voilà, des équipes pluridisciplinaires réparties sur toute la France d'ailleurs. Donc si je cite voilà, quelques exemples, après je ne peux pas mettre les clients parce qu'aujourd'hui, mais on travaille dans le monde de la défense, je viens de le citer, dans le monde bancaire, donc qui sont les exemples avec les petites cartes, c'est pas visible. Le secteur public, la santé, je viens d'en parler, qui est le petit ticket au milieu, mais dans le monde du transport aussi, vous comprendrez qu'il y a des secteurs régulés. Les transports, on parle de la SNCF, l'aérien, il y a une nécessité d'avoir des données et puis une capacité des plateformes doivent être sécurisées, souveraines. Le monde de l'énergie aussi. Enfin, tous ces secteurs-là font partie effectivement des clients qu'on adresse sur des sujets souverains, sécurité, dans lesquels on les accompagne de plus en plus sur des technos. Vous voyez un petit peu quelques sujets sur lesquels on les accompagne avec des équipes qui veulent être parfois assez grandes, sur lesquelles on a de gros sujets derrière, même si on ne peut pas tout détailler ici durant ce live. Ouais, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le faire. On y répondra à la fin de ces présentations. Super, je te remercie Hugues pour ton intervention. Nous allons du coup continuer sur cette deuxième partie. Ah oui, mais tu as peut-être encore quelque chose à dire pour conclure justement. Pour conclure, ouais, voilà. Tu vas peut-être conclure, ouais. Je vais conclure, effectivement. On a parlé du présent, mais le futur, c'est là. On compte sur vous aussi pour nous accompagner sur le futur. Ouais. Et voilà, derrière, c'était le petit éléphant. Demain, ce qu'on voit avec des Amazones, on espère construire le futur avec nos clients et développer encore de solutions de plus en plus innovantes. Super, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que tu nous as donné en tout cas comme exemple avec les deux thématiques précédentes. Merci beaucoup Hugues. On va continuer du coup cet event Shape the Future avec la deuxième partie. Mohamed Hamdan, responsable de l'offre Data. Mohamed, qui est en distanciel avec nous, je te laisse te présenter. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Merci beaucoup Hugues, merci Isabelle. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend oui, très bien, Mohamed, et on te voit en plus, donc c'est parfait. Excellent. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce retour d'expérience sur un projet de data virtualisation où on abordera donc des thèmes, des notions de type gouvernance, sécurité et bien évidemment du big data. Donc, Mohamed Hamdan, je suis le responsable de l'offre data chez Soprasteria Bank. Et je travaille dans la data depuis aujourd'hui une douzaine d'années. Je vais profiter de cette petite présentation afin de vous faire un petit retour d'expérience sur une nouvelle approche innovante qui accélère la mise à disposition des données et casser les silos d'information, qui est la data virtualisation. Donc, on va commencer par un petit agenda. Donc, je vais passer par le contexte du projet. Donc, je vais vous exposer un peu l'histoire de ce projet. Bien évidemment, qu'est-ce que la data virtualisation? Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, les problématiques et les attentes de nos clients sur la data virtualisation. On passera aussi rapidement sur la mise en place du projet, les use cases, l'architecture, et on finira par les bénéfices de la data virtualisation. Je ferai un focus sur le domaine bancaire, mais vous allez vite comprendre que la data virtualisation concerne bien évidemment tout type de secteur, donc, que ce soit l'énergie, les ministères, comme cité tout à l'heure par Hugues, les transports, etc., etc. Et bien évidemment, comme rappelé tout à l'heure par Isabelle, à la fin, je répondrai à toutes vos questions, interrogations avec grand plaisir. Donc, sur le slide d'après, donc la data virtualisation. Donc, la data virtualisation est très simple d'un point de vue de concept. Elle met à disposition n'importe quelle donnée dans l'entreprise à n'importe quel utilisateur ou ce qu'on appelle dans notre jargon le consommateur, et cela en temps réel. Donc, au fil de l'eau, on a des données qui sont constamment à jour et fraîches et surtout sans réplication dans le système d'information de nos clients. Donc ça, c'est l'ADN de base de la data virtualisation. En d'autres termes, la data virtualisation simplifie aux utilisateurs finaux la navigation dans toutes les données de l'entreprise. Donc, on peut voir les choses aussi sous cet angle-là. Dans le vertical banque de Soprasteria, et pour comprendre comment cette nouvelle approche fonctionne, nous avons choisi de poser un regard plus approfondi sur
sur la solution d'IBM qui propose le service de data virtualisation et qui fait partie aujourd'hui des leaders du marché. Bien évidemment, il y a d'autres solutions qui existent, que vous connaissez certainement, type Denodo, TIBCO ou autres. On va vite aussi comprendre qu'un projet de data virtualisation ne peut être dissocié d'autres services. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la gouvernance de la donnée ou de la sécurité et bien d'autres services. Donc la data virtualisation, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une nouvelle approche, mais qui nécessite aussi d'autres services. Elle ne peut pas être dissociée d'autres services. Donc, la data virtualisation est tout simplement aujourd'hui, si on revient un peu sur la définition de la data virtualisation, est simplement un moyen aujourd'hui efficace qui va permettre de casser les silos au sein d'un système d'information et de rendre les données accessibles à tous et dans n'importe quel endroit dans le système d'information, que ce soit dans les MDM, les bases opérationnelles, dans les data warehouse, les data mart, les data lake, etc., sans pour autant les dupliquer ni les déplacer. Cela change d'une vision classique d'un projet data. Pour travailler sur un projet de data virtualisation, il faut clairement changer de mindset. Parce qu'un projet classique nécessite des rapprochements physiques de la donnée, avec des gros investissements, impliquant souvent plusieurs équipes, sur plusieurs mois, et que ça met énormément de temps pour arriver en production. Donc, ce n'est pas du tout le cas d'un projet de data virtualisation. D'un point de vue d'usage, on définit aujourd'hui la data virtualisation comme une nouvelle manière d'accéder à la donnée, particulièrement adaptée aux projets qui nécessitent l'accès à des données disparates, une information aussi en temps réel et surtout un time to market extrêmement réduit. Je peux vous citer aujourd'hui quelques exemples pour illustrer tout ça. On peut parler de la BI agile ou encore la mise en conformité réglementaire dans des environnements souvent complexes qui agrègent souvent des données sensibles depuis plusieurs sources de données. Donc, je sais que c'est un peu compliqué, donc la notion de data virtualisation, mais je vais essayer de la résumer, donc en espérant d'être très clair. Donc, la data vir, aujourd'hui, permet d'interroger des données dans de nombreux systèmes sans avoir à copier et répliquer ces données, ce qui réduit significativement les coûts pour nos clients. La virtualisation peut également simplifier les analyses et en les rendant aussi plus précises, puisqu'on interroge en permanence les dernières données disponibles dans le système d'opération. Donc, si on passe sur le slide suivant sur les problématiques et les attentes de nos clients. Je vais commencer par un chiffre important. C'est aujourd'hui, on estime à 90% les demandes métiers qui nécessitent du temps réel. D'ailleurs, c'est une des raisons majeures qui nous ont poussé avec ce client de travailler sur cette approche. On a rencontré plusieurs problèmes aujourd'hui chez notre client. Donc, le premier, c'était des vues métiers inconsistantes et limitées. Puisque je vous disais tout à l'heure que la donnée, elle se présente un peu partout dans le système d'information, souvent sur des plateformes hétérogènes qui ne communiquent pas entre elles. Donc, du coup, les métiers, quand ils faisaient des requêtes pour sortir des indicateurs pour une prise de décision, c'était très compliqué de disposer de la continuité de l'information. Donc, on avait souvent des données coupées, et au final, les métiers arrivaient à avoir des vues biaisées. Donc, ce n'est pas top pour la prise de décision basée sur des vues limitées et biaisées. Donc, le deuxième point, c'était une collaboration et partage limité. Chez ce client-là, donc on sentait de la concurrence entre plusieurs entités. Donc, on appelait, souvent dans notre jargon, on appelle les deux frères ennemis, qui est la BI et le Big Data. Donc, là aussi, il fallait un peu créer une couche virtuelle pour arriver à communiquer entre ces deux plateformes qui ne communiquent pas physiquement entre elles. Le troisième point, c'est beaucoup de réplication dans le système d'information. Donc, à chaque lancement de projet, les équipes métiers procédaient par ce qu'on appelait par facilité. Donc, du coup, ils prenaient les données présentes sur un système d'information, ils le copiaient sur un autre système d'information pour pouvoir faire leur requête avec des données le plus complètes possible. Donc, là aussi, l'information se trouve dans plusieurs endroits, ce qui rend l'exploitation de la donnée et sa gouvernance très compliquée.
Synchronisation langue et coûteuse. Donc, pour lancer des projets de rapprochement, il faut faire évoluer plusieurs briques du système d'information, ce qui rend la demande coûteuse et risquée, puisqu'on touche à plusieurs composants dans le système d'information, et surtout très longue. On estime aujourd'hui, entre le cadrage et la mise en production pour un produit fini, on ne va pas être loin de 7 mois, donc ce qui n'arrange pas du tout les métiers de notre client. Si on bascule rapidement sur les attentes de ce client-là. Donc, la première attente de notre client était de masquer la complexité de son système d'information. Donc, il avait un système d'information qui a été bâti depuis des dizaines d'années, donc qui est très complexe. Donc, la data virtualisation joue en quelque sorte le rôle de couche de médiation en masquant la complexité du système d'information sous-jacent, afin de multiplier la productivité d'accès aux données. Donc, c'était la première attente de notre client. Les données de notre client se retrouvent dans plusieurs systèmes, ce que je disais, donc que ce soit dans le big data, dans le cloud, même là aujourd'hui, on n'avait pas le cas du cloud, des logiciels bancaires, sur du web, de la BI, etc. Donc pour analyser ou exploiter ces données, nous étions obligés d'aller les chercher dans plusieurs endroits. L'impact est que l'information se trouve fragmentée dans le système d'information, ce qui rend les tâches de consolidation très compliquées et ça donne des vues partielles au métier. Et ça, vraiment, c'était vraiment le problème majeur de notre client. Car tout le process de prise de décision peut être erroné puisqu'il se base sur ces vues biaisées. En plus, comme je disais, donc cela rend la gouvernance très compliquée. Donc, qui peut avoir accès à telle donnée? Si la donnée elle se retrouve dans plusieurs endroits, ça devient très, très complexe. Le second point, donc la deuxième attente de notre client, c'était l'exploitation des données à jour. Donc, il avait vraiment un besoin de données fraîches. Donc, dès que la donnée arrive dans le système opérationnel, il fallait qu'elle soit visible dans tout ce qui est la partie dashboarding, donc le reporting de notre client. On était souvent aussi sur du reporting réglementaire, donc exigé par la Banque centrale européenne ou par la Banque de France. Donc, on avait aussi un besoin de fraîcheur de données. La troisième attente était de faciliter l'accès aux données. Indépendamment de l'outil utilisé pour interroger les données, la couche de data virtualisation apparaît toujours comme une source de data générique, accessible via les protocoles standards qu'on connaît tous, que ce soit du JDBC, ODBC, etc. L'utilisateur qui arrive à consommer et récupérer les données interagit avec le moteur de la data virtualisation, qui n'est d'autre que le langage SQL. Donc, c'est un langage que tout le monde connaît, qui est standard, éprouvé, et qui masque toute la complexité des échanges au sein d'un système d'information. La quatrième attente était de simplifier la gestion de l'entrepôt de données. Par exemple, quand on a une modification dans un champ, dans un système opérationnel, nous n'avons plus à intervenir comme on le fait aujourd'hui sur un projet classique pour travailler sur tous les impacts entre le modèle opérationnel jusqu'à la production. Donc, on a souvent des data warehouse, des data mart, des MDM. Donc, on n'a plus à faire évoluer tout ce système-là. Donc, directement, on est plugué sur la donnée source. Donc, si la donnée source est modifiée, on n'a rien à faire. Donc, elle apparaîtra modifiée directement dans le dashboarding final. Le cinquième point, c'est un sujet de sécurité de la donnée pour l'ensemble de l'entreprise, grâce notamment à des fonctions de gouvernance et via la création des groupes d'utilisateurs. Le sixième et le dernier point, c'est effectivement accroître l'agilité des équipes et aller plus sur du self-service. Les équipes du développement deviennent plus agiles lors d'un lancement du projet d'intégration de données. Par ailleurs, le backlog des demandes diminue. Donc, l'organisation tout entière devient plus agile, le time to market, bien évidemment, est amélioré et les coûts sont réduits. Donc là, on voit bien donc, la mise en place du projet. Donc le projet s'est lancé en avril 2020. Donc on a travaillé sur le choix de la plateforme. Donc on a benchmarké pas mal de solutions sur le marché avant de choisir la solution d'IBM avec qui on a un fort partenariat aujourd'hui. Et dans la solution d'IBM qui s'appelle le Cloud Pak for Data, on a choisi les deux services, donc le service de data virtualisation et le service de gouvernance. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que la data virtualisation ne peut être dissociée de la gouvernance. Et j'expliquerai plus tard pourquoi. Donc, la première phase du projet qui finit aujourd'hui, c'était de mettre en place une vue 360 des engagements de la banque par rapport à un produit. Bien évidemment aussi, on a travaillé sur la fameuse vue 360 degrés d'un client.
et la comparaison par rapport à la moyenne de la classe. Donc, nous avons utilisé de l'IA et du machine learning pour comparer automatiquement des clients par rapport à leur classe et initier un rebond commercial. Donc, l'objectif de cette première phase, aider les commerciaux de la banque d'optimiser un peu les ventes. Par exemple, si un client aujourd'hui fait partie d'une classe qui a souscrit à 10 produits et lui, on n'a que 9. Donc, on l'identifie comme potentiellement intéressé par notre 10e produit et on remonte ainsi donc l'info aux commerciaux qui vont le contacter et lui proposer ce 10e produit. Et on est quasiment sûr qu'il va souscrire à ce 10e produit parce que la classe laquelle il appartient souscrit en général à ces 10 produits. La deuxième phase, donc c'est une phase qui est en cours aujourd'hui, qui est une phase de gouvernance et de la donnée et de sécurité. Donc, on travaille sur des sujets de data catalog, data lineage. Donc, on ne l'a pas encore démarré. Et la troisième phase, qui va démarrer fin d'année, donc c'est une phase de dashboarding, donc de visualisation de l'ensemble des produits détenus par un client en drill down, depuis le premier use case. Donc, la comparaison du client par rapport à la moyenne de la banque, par produit, est toujours sur 12 mois. Grâce à Watson, donc c'est un service qui fait partie de Cloud Pak for Data, donc on a procédé à l'analyse des bases de données et au tagging des données en les classifiant, donc que ce soit donc, des données personnelles, financières ou autres, et préparer ainsi la mise en conformité avec la RGPD. Donc, du coup, si on passe sur le slide d'après, voilà. Donc, en synthèse, je ne sais pas si Isabelle, Hugues, vous avez des questions avant de faire une petite synthèse sur les bénéfices et ce que apporte aujourd'hui la data virtualisation sur un projet. Écoute, c'est très clair pour le coup. Je me suis dit peut-être que j'allais t'en poser quelques-unes si je ne comprenais pas, mais tu as super bien vulgarisé le discours. Donc, c'est à ma portée en tout cas, n'étant pas une experte. Et toi, Hugues? Après, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de sujets avec beaucoup d'innovations et encore plein de choses à creuser autour de ces technologies. On n'est qu'au début de l'histoire. C'est vraiment c'est intéressant et ça donne de grandes perspectives. En tout cas, il y a des questions qui vont suivre par la suite, Mohamed, sur ta présentation. Parfait. Donc, du coup, en synthèse, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apporte la data virtualisation? Donc, pour nos clients, c'est très intéressant parce qu'il arrive à réduire les coûts de ces projets. Les métiers sont contents, ces métiers à lui de la banque sont contents aujourd'hui parce qu'ils ont un accès en temps réel aux données. On améliore la conformité avec la RGDB. Aussi, donc, mise en place simple et rapide. Donc, on a une optimisation du time to data. Donc, le client peut décider de lancer du jour au lendemain un projet de data virtualisation. Il a un résultat au bout de, on estime, entre 1 à 3 mois. Donc, c'est très rapide. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas magique. Donc, la data virtualisation sans organisation et gouvernance, ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas tout faire avec la data virtualisation. Je vais vous citer un peu plus loin un exemple concret de ce qu'on ne peut pas faire avec la data virtualisation. Il faut aussi, avec un projet de data virtualisation, définir le bon niveau de contrôle. Par exemple, maîtriser le self-service. C'est très important. Et là-dessus, une petite anecdote. On avait un projet où on a travaillé avec un data scientist autour d'un projet de data virtualisation. Ce data scientist a demandé de disposer de tous les droits, donc il avait tous les droits possibles et imaginaires. Et de lui-même, il a décidé de faire des requêtes un peu surréalistes sur des bases opérationnelles. Résultat, il a fait planter la production. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la data virtualisation. Pour finir, un projet de data virtualisation doit être un mixte entre métier et la DSI, et on insiste qu'il n'y a pas de réussite sans implication d'un des deux parties. Voilà, donc dernier point, nous avons fait le choix de faire monter en compétence nos ingénieurs sur la plateforme Cloud Pak for Data. Donc pour cela, nous disposons aujourd'hui chez Soprasteria sur notre cloud privé d'IBM de la dernière version de Cloud Pak pour permettre à nos ingénieurs de la tester et bien évidemment de monter en compétence dessus. En parallèle aussi, on a lancé un vaste programme de certification sur cet outil aussi. Voilà. À toi, Isabelle.
Merci beaucoup Mohamed pour cette présentation qui était très très claire et qui était très intéressante. Alors on va du coup en venir à l'ensemble de vos questions que vous avez posées au fil de l'eau, au fil de cette présentation. Alors on va commencer par toi Hugues. Il y a une question sur quelles sont les missions, avez-vous des exemples de postes concrets réalisés dans le cadre de vos projets ? Quelques exemples très rapides. Donc, sur nos projets, vous l'avez compris, on intervient à la fois sur des briques infrastructures. Donc, on fait de l'intégration avec des ingénieurs, des architectes, avec aussi des composantes de développement, parce qu'on développe un certain nombre de systèmes, on l'a vu sur la dématérialisation des permis de construire. Et après, on va jusqu'aussi à l'exploitation, donc avec de l'infrastructure. Donc, on est vraiment sur tout le scope des postes qu'on peut imaginer, avec de la gestion de projet au milieu. Voilà, on est vraiment, pour faire ces projets, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qu'il nous faut et dont on a besoin. Exactement, c'est vrai qu'on a besoin en effet de développeurs, on a besoin d'architectes, on a besoin de business analysts, de directeurs de projet, de delivery managers. C'est beaucoup de métiers aujourd'hui qu'on recrute chez Soprasteria et qui sont chez l'ensemble de nos clients et à tout niveau, de la sortie d'école jusqu'au profil très confirmé. Super. Deuxième question. Donc, je démarre, Mohamed, par les questions pour Hugues. Je vais dans l'ordre chronologique. Ok, donc deuxième question. Comment et où se déroulent les missions actuellement chez vos clients à distance ? Dans quelle ville ? Si on regarde effectivement depuis l'année dernière, même Soprasteria travaille de plus en plus de façon digitalisée. On se met nos méthodes à nous-mêmes et on travaille de façon avec le confinement, on travaille beaucoup à distance, même sur des environnements sécurisés, il faut le savoir. Donc le télétravail est aussi chez nous, sachant qu'on a besoin aussi de proximité avec nos clients. Donc on travaille chez nos clients en télétravail, en mixte dans la semaine, avec des équipes aujourd'hui aussi qui sont partagées, parce qu'on a plusieurs barycentres dans nos équipes. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet pour ce qui s'appelle Plateau pour la dématérialisation, des équipes de développement qui sont à Nantes, une équipe qui gère les infrastructures qui est basée à Sophia-Antipolis, des ressources de conseil qui étaient sur Paris. Donc on est vraiment un peu partout. Sur le ministère des Armées, on a des équipes qui travaillent à la fois sur Paris, sur Rennes, donc réparties sur le territoire français et de façon totalement fluide et avec tous les outils numériques disponibles aujourd'hui. Super, j'espère que c'est très clair. Mohamed, peut-être répondre à cette question parce qu'elle peut, ou alors elle te semble, tu as les mêmes éléments de réponse que pour Hugues. Tout à fait. Donc nous, on travaille aujourd'hui un peu partout en France, donc principalement depuis le confinement. Donc on est chez nous, donc chez nous et très peu présent chez nos clients parce que c'est le confinement qui fait que aujourd'hui, donc par mesure de sécurité, donc on travaille plutôt chez nous. Mais sinon, on est présent un peu partout aujourd'hui en France et on travaille beaucoup d'une manière de façon digitalisée, donc avec nos propres outils. Super, merci. Autre question de Barthélémy. Alors, question relative à la sécurité de l'infrastructure cloud. Quelle approche avez-vous, par exemple, comparé à Microsoft Azure qui opte pour le concept de défense in-depth dans lequel plusieurs couches de contrôle de sécurité sont placées dans un système? Alors, on est sur une question un peu plus technique. Donc, effectivement, on parle de sécurité en profondeur. Pour traduire en français, et effectivement, c'est les concepts poussés par ainsi. Vous comprendrez qu'on travaille en particulier pour le ministère des Armées, qui est un de nos gros clients. Et les concepts de sécurité en profondeur sont bien évidemment parmi les premiers enjeux. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et on est vraiment averti. Donc, et tout ce que j'ai décrit tout à l'heure est dicté par ces pratiques, par ces méthodes. Et on est vraiment là-dessus. Donc, après, je ne pourrais pas vous diffuser bien évidemment les détails, mais voilà, on accompagne nos clients là-dessus. Super. Donc j'espère, Barthélémy, qu'on a répondu à ta question. On a une question de Soumia. Bonjour, avec tout ce qu'on a eu comme problème dû à la pandémie, est-ce que vous avez des postes concrets pour les jeunes diplômés? Alors je peux y répondre. Soumia, oui, on recrute des jeunes diplômés. Je te dirais même que ça fait plus de 50% aujourd'hui de nos recrutements sont sur les jeunes diplômés. Donc on recrute beaucoup de profils en effet, mais aussi des alternants, des stagiaires, des jeunes diplômés et des profils plus confirmés. En tout cas, ça n'impacte pas aujourd'hui nos recrutements
à ce niveau-là, au vu de la crise sanitaire, on continue à développer comme on vous l'a montré auprès de nos clients et ça nécessite des ressources. Autre question, de Adi. J'ai un certificat Cloud Architect with Google Cloud. Est-ce que cela peut convenir ou bien il faut un master informatique Cloud? Acceptez-vous les masters en contrat de professionnalisation? Alors, je vais répondre aussi à cette question. Un master informatique précisément cloud est un plus. Si tu veux aller en effet dans le cloud, ce n'est pas une nécessité. On reprend en effet des contrats de professionnalisation, mais aussi d'alternance et aussi de stagiaires. Alors, on va avoir tendance à prendre plus facilement des profils Master 2 ou en stage de fin d'études. C'est plus simple aujourd'hui par rapport au contexte avec nos clients de prendre en effet ce type de contrat et on les prend et on en prend beaucoup. Et d'ailleurs là, on rentre dans une nouvelle vague, c'est ce qu'on appelle chez nous, de recrutement d'alternants. Donc apprentissage, professionnalisation, allez-y, on recrute. Autre question, proposez-vous des postes en alternance dans le domaine de la défense? Alors, dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, on recrute et on prend aussi des contrats d'alternance et de professionnalisation en défense, en transport, énergie, etc. On prend dans différents secteurs d'activité, dans toute la France, pas uniquement en Île-de-France, dans toute la France, on prend aujourd'hui des alternants. Donc n'hésitez pas à postuler et dans tous les cas, on vous recontactera à l'issue de cette présentation pour ceux qui se sont inscrits et qui étaient en recherche. Des recruteurs vous recontacteront puisque vous avez émis le souhait qu'on vous recontacte. Je crois qu'il y avait même une deuxième question sur les stagiaires dans la défense. On prend aussi, voilà. C'est ça. Et j'ai des exemples de stagiaires, d'alternants, on en a qui travaillent aujourd'hui sur les projets dont je vous ai parlé. On a des stagiaires, on a des alternants qui travaillent au quotidien à nos côtés et qui œuvrent avec, et qui sont dans un environnement, généralement, qu'on garde derrière parce que l'objectif, c'est de pouvoir capitaliser sur nos talents et les ressources qui viennent chez nous. Donc, c'est un point important aussi, c'est que derrière, nos stagiaires, nos alternants, pour la plupart, restent chez nous et on les garde. Ah, totalement. Le but, et c'est clairement aujourd'hui. Pour ça que c'est un point important. Oui, mais totalement. C'est une volonté réelle chez Soprasteria. C'est pas. Aujourd'hui, si on prend des contrats d'alternants ou des stagiaires, c'est tout simplement pour les transformer en CDI. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui tout à l'heure la question sur le fait est-ce qu'on recrute des jeunes diplômés. Bien évidemment, on en recrute, mais d'autant plus pour les personnes avec lesquelles on a émis des contrats et qui sont chez nous depuis 1 an ou 2. On aura tendance à valoriser, favoriser, à travailler avec eux pour qu'ils puissent continuer à grandir chez nous. Donc c'est un vrai sujet en effet, ces transformations-là. Je te remercie pour l'intervention, Hugues. Bonjour, vos offres sont-elles ouvertes à des personnes en reconversion vers le domaine du big data? Alors c'est vrai que tout ce qui est reconversion aujourd'hui, on prend des contrats de reconversion. Seulement, ce n'est pas nous qui les traitons en direct, on passe par des organismes externes qui forment en effet les reconversions professionnelles avec Pôle emploi. Et à l'issue des formations, on leur fait passer tout simplement des tests techniques et des entretiens comme un candidat lambda pour intégrer Soprasteria. Donc on en prend, mais pas en direct, ça passe via des organismes externes. Si question, n'hésitez pas à revenir vers nous, on y répondra. Donc, hop, la question de la défense, tu as y répondu. C'est quoi la différence entre un projet IT et un projet de data virtualisation? Donc là, Mohamed, c'est une question pour toi. Oui, très bien. Donc aujourd'hui, ce que je disais, entre un projet de data vir et un projet IT, donc il faut changer un peu de mindset parce que ce n'est pas du tout la même architecture. Sur un projet classique, on va travailler sur des données qu'on va intégrer, qu'on va stocker, qu'on va analyser. Sur un projet de data virtualisation, on va travailler avec les données où elles se trouvent. Donc, on ne les bouge pas. Donc, on va travailler uniquement en analysant ces données-là. Voilà. C'est ça la vraie différence entre les deux. Mais ça reste un projet classique IT. Super. Je te remercie, Mohamed.
autre question? On avance, on avance. Il nous reste 14 minutes pour être un peu moins même par rapport au live. Ok, ça a été clair du coup, la question à ce niveau-là. Quel a été l'impact? Alors, est-ce que tu... Attends. Enfin, si effectivement je relis la question, quel était l'impact par rapport à OVH Cloud? Oui, quel a été l'impact sur vos clients suite à rapidement. l'incident Cloud OVH? On a eu très peu d'impact parce qu'on travaille en étroite collaboration avec OVH. Et donc le data center qui a effectivement, je pense pour ceux qui le savent, OVH a une salle serveur, une salle sur Strasbourg qui a subi un incendie. Et bon, après, peut-être qu'on a de la chance, nos clients, à part un, étaient tous hébergés dans des salles différentes. Donc on a eu très peu d'impact sur cet incident. Et en plus, tous nos systèmes, quand ils sont critiques, sont redondés avec des recopies. Donc on assurait une continuité de service, quasiment aucun impact. Super. Donc plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt bien géré à ce niveau-là. Là, depuis maintenant, ça y est, OVH a remis en service quasiment l'intégralité des services sur Strasbourg. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez y répondre parce que c'est de Frédéric Hinault. Pour les différents projets évoqués, combien de fois est intervenu Sopra Steria Consulting et sur quel type d'engagement? Ça, je peux répondre en partie. Sur les projets que j'ai pu citer. Quasiment à chaque fois, Sopra Consulting, maintenant c'est la marque Sopra Next, est intervenue à différentes étapes. Si on parle du projet avec la demande d'urbanisation, dématérialisation, ils sont intervenus en amont, au milieu, pour aider à spécifier un certain nombre de choses. Donc on est vraiment sur, quand on disait on cherche des profils pour tout, mais on intervient de bout en bout vis-à-vis de nos clients, d'une phase, on va dire, plus amont de conseil ou après de transformation. Donc oui. Voilà, sur vraiment toutes les logiques. Mais dans beaucoup de cas, on travaille en étroite collaboration entre les équipes, on va dire, plus techniques et les équipes de conseil. Oui, totalement. C'est vrai qu'il y a et une y compris synergie. sur la défense. Ouais. Donc, le monde de la défense, on a des équipes conseils spécialisées sur le monde de la défense qui interviennent sur la plupart des sujets. Donc là aussi, on est vraiment investi sur le sujet. C'est vrai qu'il y a une vraie volonté, hein. Je l'ai remarqué lorsque j'étais côté recrutement, que sur la partie projet, il y a de plus en plus une volonté de mettre le consulting, en effet les équipes consulting en amont, et c'est récurrent aujourd'hui chez nous. Hein. Et sur les sujets cloud, enfin tout ce qu'on a pu présenter tout à l'heure, des gens du conseil interviennent sur certaines phases. Il n'y a pas que des aspects techniques de mise en œuvre ou vraiment de rentrer dans le mur, même si c'est aussi un des sujets. Est-ce que toi, Mohamed, tu souhaites y répondre? J'allais compléter aussi. Donc, pareil, donc pour la banque aujourd'hui, on propose souvent aussi ce qu'on appelle le bout en bout pour nos clients. Donc, on travaille beaucoup avec Next. Hein, donc, c'est Sopra Consulting, c'est notre marque, notamment sur toute la partie accompagnement des métiers, parce que Sopra Intégration aujourd'hui, on adresse principalement les DSI, mais on travaille aussi avec les métiers avec Sopra Consulting. Donc voilà, on fait aussi le bout en bout. Pardon. Super, merci Mohamed. J'ai une autre question pour toi, Mohamed, de Barbara. Si j'ai bien compris, la data virtualisation viendrait donc court-circuiter, en étant plus rapide et moins cher, tous les projets en cours de restructuration d'architecture des SI, d'intégration vers des bases de données plus structurées type SAP? Non, pas forcément, non. Non, c'est un autre concept en fait d'architecture qui va faciliter un peu l'accès aux données, mais en aucun cas il va venir concurrencer ce type de démarche. Alors, question de Salvatore. Bonjour. Prenez-vous uniquement des profils Bac+5 pour ce projet concernant le cloud et proposez-vous des formations? Alors, les formations, on n'en fait pas aujourd'hui. Il y a l'académie, par contre, en interne pour nos salariés qui forme en effet et qui fait monter en compétence l'ensemble des collaborateurs Sopra Steria. Après, pour les profils Bac+5, si on est sur du stage ou de l'alternant, on va prendre plus facilement en effet sur certains projets des demandes de Bac+5 et les Bac+4 doivent être des Master 1 en vue de Master 2 dans ce cas-là. Et dans l'embauche, en effet, on va être principalement sur du Bac+5. Est-ce que tu souhaites y répondre? Juste peut-être pour compléter, mais oui. Tout à fait. Donc on recrute des gens niveau Bac+5, donc M2,
Après, en termes de formation, on accompagne nos équipes, parce qu'il y a souvent des technologies que tout le monde ne peut pas connaître, n'a pas vu dans son cursus de formation, on va dire, un peu plus académique. Donc on a des cursus avec, en interne chez Sopra Steria, ce qui s'appelle une académie. Donc on investit forcément sur les formations. Je pense que ce soit sur les technologies Big Data, que ce soit sur le cloud, pour faire monter en compétence nos équipes, nos ressources en fonction des sujets qu'ils auront à traiter. Donc ça fait partie effectivement des... Voilà, on accompagne nos clients. Super. On a encore quelques questions, donc je vais vous demander juste d'être très très rapide dans vos réponses. Alors là, c'est pour toi, Mohamed. Comment la data virtualisation gère-t-elle les exigences de qualité des données? Sur le sujet qualité de données, donc pour moi, j'ai envie de dire que c'est un sujet un peu global au projet IT, mais aussi pour la data virtualisation. Donc aujourd'hui, la qualité de données, nous, on l'adresse sur deux volets. Donc, que ce soit le volet métier et le volet aussi IT. Donc, on l'adresse dans un projet de data virtualisation comme pour n'importe quel autre projet. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la donnée. Donc, on l'adresse, nous, sur les deux volets. Donc, le volet métier, on travaille sur un dictionnaire de données, mais aussi sur le volet IT. Merci. Autre question. Alors là, c'est plus une remarque de Barthélemy. Avec les solutions de Lakehouse et les offres cloud de stockage d'objects, S3 et Azure Cloud, on peut définir, comme pour la data virtualisation, un single source of truth. Je comprends l'aspect gouvernance qui peut exiger d'avoir les données en local. Donc ça, c'est juste une remarque de Barthélemy. J'ai une question. Avez-vous une approche DevOps au sein de vos déploiements dans le cloud? Je vais répondre rapidement. Oui, on a une approche DevOps et c'est même quelque part notre guidelines aujourd'hui. Ouais. C'est d'accompagner nos clients vers même du DevSecOps, parce qu'on parle maintenant de DevSecOps, ça veut dire Dev, sécurité et Ops, d'aller plus loin. Et c'est vraiment ce qui nous guide sur tous nos projets aujourd'hui. Et on est bien là-dessus sur l'automatisation et l'industrialisation. Merci. Tu souhaites compléter, Mohamed, ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon, il a été clair. Ça a été clair. Merci, Hugues. Merci à vous. Mais moi, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas maintenant qu'on passait du DevOps au DevSecOps. Tout à fait. Ce sera la petite minute pour moi de découvrir quelque chose en plus. On a une nouvelle question de Belkacem. Bonjour, quelle est la place des outils de transfert de fichiers dans de telles architectures? Je pense que c'est pour moi. Donc, oui. J'ai envie de dire, donc nous, on ne déplace pas de fichiers, donc on ne déplace pas de données. Donc, dans une telle architecture, on n'a pas forcément besoin de tel outil. Parce que la donnée, elle reste où elle est. C'est ça le principe de la data virtualisation. Super. Écoute, je pense qu'on a eu les éléments de question. Je regarde l'équipe. L'équipe en question, mais je pense qu'on a fait le tour. Peut-être une question éventuelle sur la sécurisation des données. Alors attendez, bonjour. Je vais peut-être répondre dans ce cas-là sur effectivement la sécurisation des données et puis le risque de cyberattaque. Oui, et qu'on a connu effectivement chez Sopra Steria l'année dernière. Donc on a nous-mêmes été attaqués en interne. Donc on a su résoudre parce qu'aucune donnée n'est partie de Sopra Steria. On a totalement restauré nos systèmes sans aucune perte de données. Et vis-à-vis de nos clients, là aussi, tous leurs systèmes ont été intégrés parce que c'était deux systèmes séparés entre la partie IT Sopra Steria et ceux de nos clients. Il n'y a eu aucune perte et aucun impact vis-à-vis de nos clients. Super. Je te remercie pour cette réponse, Hugues. On a fait le tour de l'ensemble de ces questions. On arrive à la fin de cet événement Shape the Future, donc le premier de 2021. On en a d'autres à venir. Je remercie Hugues et Mohamed d'être intervenus. Merci à toi, Isabelle. Merci Hugues et merci Mohamed. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir aussi à tous d'avoir participé à cet event. Vous aurez le replay par la suite par mail et on se revoit pour la prochaine édition de Shape the Future. Merci à tous et très bonne journée.